Chers amis d'Épinal, chers amis des Vosges, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour venir soutenir deux candidats, une candidate et son suppléant, qui franchement valent le détour. On nous dit souvent, les socialistes, vous avez des vieux traditionnalistes, des gens qui sont hors sol, qui feraient de la politique uniquement à Paris, dans les bureaux ou dans des technocrates. Et là, vous avez des candidates, une candidate. D'abord, une candidate, c'est important, parce qu'effectivement, il faut des femmes et pas des femmes élues, et d'autre part, son suppléant qui sont ancrés dans la réalité de votre territoire, proches des citoyens, avec des convictions, des valeurs qu'ils défendent, sans mettre leur drapeau dans la poche. Ils incarnent une forme de renouvellement, celui de la sincérité, de l'engagement, quoi qu'il arrive, pour défendre des valeurs, des citoyens, un projet de société. Et donc c'est pour moi un grand bonheur d'être là, et je l'espère de contribuer à un bon score, voire leur élection. Tous les soirs, à peu près, maintenant, je suis en réunion. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il ne faut pas entretenir ce défaitisme ambiant qui voudrait que la gauche soit rayée de la carte, en tout cas le Parti socialiste soit rayé de la carte, et la gauche terriblement affaiblie au point de ne pas s'en relever. Quand on regarde objectivement les résultats des élections présidentielles, et en particulier du premier tour, qui est celui où les Français choisissent des orientations, on se rend compte qu'on a quand même des blocs très équilibrés, entre d'un côté effectivement l'émergence d'Emmanuel Macron, moins d'un quart des votes, puis la droite traditionnelle, affaiblie avec ses 19%, le Front National, hélas, toujours en progression, et la gauche, qui, totale gauche, fait environ 25%, mais qui est divisée. Donc la gauche n'est pas rayée de la carte, elle est devant un problème politique majeur. Simplement, le système institutionnel fait que quand vous avez au deuxième tour un candidat, Emmanuel Macron, même s'il ne représente que 24% des citoyens, face à Marine Le Pen, pas d'hésitation, faire front contre le Front National, et on arrive à avoir un score de 60 et quelques pourcents pour Emmanuel Macron. Il ne faut pas en tirer comme conséquence que les Français sont massivement pour le programme d'Emmanuel Macron et que, ipso facto, il faudrait lui donner les pleins pouvoirs alors qu'il représentait 24% des Français. Et j'allais même dire, justement, parce qu'il ne représente que 24%, il ne faut pas lui donner les pleins pouvoirs. Nous avons besoin d'être dans une situation où le débat politique, la diversité démocratique, ce qui se passe dans la société française, qui est certes très éclairée, puisse s'arbitrer à l'Assemblée nationale pour qu'on ait des politiques qui représentent l'intérêt général. La deuxième réalité, c'est que vous avez tous les soirs un sondage pour vous expliquer qu'on est écrasé, qu'Emmanuel Macron va faire un score phénoménal, atteindre les 300 à 400 députés, comme s'il y avait d'un seul coup, dans les masses populaires de ce pays, une allégresse générale, gloire à notre président Emmanuel Macron. La réalité, c'est quand vous regardez les sondages, puisqu'on en est qu'au stade des sondages, même d'ailleurs quand vous regardez les résultats des Français de l'étranger, qui sont quand même pas très représentatifs de la moyenne des Français, vous avez en fait Emmanuel Macron dans les sondages fait 29%. C'est pas 50%. C'est pas tous les Français dans l'euphorie, youpi, mais notre système institutionnel, avec la Ve République, a un effet multiplicateur et un effet déstabilisateur de la réalité du paysage politique. Et d'ailleurs, vous entendez bien ce discours, il faut donner une majorité au président. Ah bon ? Il n'avait pas la majorité avant, il faut lui donner, tant pis, quoi qu'il arrive. Alors justement, ce que notre parti vous propose, le Parti socialiste, et moi, j'ai pas peur de dire que je défends les couleurs du Parti socialiste, vieux parti de l'histoire, qui a connu des hauts et des bas, et Dieu sait que je sais critique, peut-être parfois même un peu plus que la moyenne, ou même peut-être un peu plus que le souhaitable, devant certaines errances de ce parti, mais ce parti qui est héritier de Jaurès, qui a franchi le Front populaire, qui a franchi avec 81 François Mitterrand, puis les 35 heures, le gouvernement de Lionel Jospin, qui a porté tous les grands progrès de ce pays, ne va pas disparaître d'un jour à l'autre, et il mérite d'être défendu, d'être actualisé et de défendre ses valeurs. Et notre parti devant cette situation politique
particulière, bien sûr après un quinquennat qui nécessairement été décevant, parce que ceux qui nous disent qu'il n'est pas décevant, François Hollande aurait été à nouveau candidat, on n'aurait pas eu ces résultats. Oui, il a été décevant, et en même temps, il ne faut pas non plus négliger des choses qui ont eu lieu, et qu'on sera d'ailleurs bien content de défendre si, par malheur, certains voulaient les remettre en cause. Je pense à des choses aussi diverses que le compte pénibilité dont on entend parler, ou la BPI, qui est quand même de l'investissement public qui a aidé beaucoup d'entreprises à franchir le cap de difficulté ou de modernisation, ou la loi de transition énergétique dont tu as parlé, qui mérite maintenant d'être mise en œuvre et de se trouver les moyens de se concrétiser pour qu'elle ne reste pas simplement des belles intentions et des lettres mortes. En tout cas, notre parti considère qu'aujourd'hui, le programme, il faut que nous ayons une majorité de gauche dans le pays, et en tout cas qu'un certain nombre d'orientations soient clairement soutenues par nos concitoyens. Sur certains points, nous considérons essentiel de s'opposer à des projets prévus dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors, à ce sujet, Emmanuel Macron nous dit « Je suis ni gauche ni droite ». Enfin, j'observe quand même qu'il a mis au gouvernement, comme Premier ministre, un homme de droite qui ne s'en cache pas. Deuxièmement, au ministre de l'économie et des finances, un homme de droite. Et, excusez du peu, il suffisait d'avoir lu ou de participer au débat de la primaire de droite pour savoir que c'est un libéral de droite qui n'a pas beaucoup d'états d'âme sociaux. Et troisièmement, au budget, Gérard Darmanin de droite. Alors, je sais bien, il y a des gens de gauche, mais enfin, quand on tire les pouvoirs essentiels sur le terrain économique et social, sont tenus par des gens de droite. Et ça, c'est quand même gravissime, parce que c'est quand même le problème numéro 1 de la France, le chômage, son développement économique et son équilibre social. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons d'Emmanuel Macron et qu'il nous faut combattre? Premièrement, c'est cette histoire d'ordonnance pour aller plus loin dans le détricotage du Code du travail. Alors, il y a la méthode, et il est clair que des ordonnances pour faire passer des pilules amères, c'est pas un hasard. On a été assez nombreux à regretter le 49.3 ou à combattre le 49.3 pour considérer que quand on remet autant en cause des choses qui sont fondamentales, acquis de haute lutte par des luttes syndicales et ouvrières, acquises grâce à l'arrivée de la gauche au pouvoir, ou même du Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait le nouveau pacte social sur lequel nous vivons, on ne peut pas détricoter cela, ni vu ni connu, dans les arcanes des ministères et faire avaliser par l'Assemblée nationale de simples ordonnances. Or, ce qui est en cause est dangereux. Évidemment, comme d'habitude, c'est des tas de petites choses techniques dont on ne voit pas forcément tout de suite l'impact grave qu'il peut avoir sur notre société, sur le sort des travailleurs. Rappelez-vous, par exemple, le débat qu'on a eu sur la responsabilité des grandes entreprises, notamment multinationales, par rapport à leurs filiales. Il y a quelque temps, on s'était, vous rappelez l'affaire Molex, ils avaient, la multinationale américaine fermait l'usine et avait un plan social à minima, parce qu'ils considéraient que l'usine, ils l'avaient mis en déficit, et disait cette usine n'est pas rentable, donc je ne dois pas payer beaucoup d'indemnités de licenciement, le plan social, aux salariés. Et à l'époque, on avait une loi qui disait à halte là, si la grande entreprise dont l'entreprise est filiale fait du profit et du bénéfice, il faut tenir compte de ça pour que le plan social soit quand même meilleur pour les salariés. Et qu'on ne se retrouve pas justement avec tous les déficits mis sur les entreprises, notamment françaises, et tous les profits accumulés ailleurs sans qu'il y ait la part de la solidarité qui s'impose. On nous avait dit, pour être attractif et compétitif, on va remettre ça en cause. Donc on va revenir à l'idée que c'est l'entreprise française qui compte et qu'il n'y a pas de responsabilité de la filiale, de la maison mère. Et bien, bilan des courses, vous le voyez avec toute une série d'entreprises qui viennent d'avoir lieu, notamment Tati, et qu'est-ce qu'on se rend compte? Que la filiale peut faire, la maison mère peut faire des profits, tandis que la filiale, le plan social c'est un minima parce qu'on dit qu'elle est en faillite. Donc vous voyez comment petit à petit, et les salariés de Tati, eux, ils se trouvent dans des situations dramatiques avec licenciement et un plan social à minima.
Donc ça paraît toujours des petites choses, mais en réalité, c'est des tas d'accumulations qui détricotent complètement les conditions de vie des salariés. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces ordonnances? Je vais retenir que 3 points précis. Premièrement, il y a la fameuse la théorie de changer la hiérarchie des normes. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est on va faire un socle minimal qui sera dans la loi, et l'essentiel du reste, ce sera négocié par entreprise, par des accords d'entreprise. Alors d'abord, le minimum dans la loi, c'est reculé énormément. Parce qu'au début, on s'est dit, bon, ça va être la loi travail encore plus dure. Mais non, là, ce qu'ils ont annoncé, c'est le contrat de travail. C'est-à-dire, dans le contrat de travail, il y a les conditions de licenciement. Donc les conditions de licenciement, elles ne seront plus fixées par la loi générale, elles seront dépendantes de l'accord d'entreprise. Et vous voyez bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une entreprise qui est sous-traitante d'un donneur d'ordre, ou qui est en concurrence mondiale. On va lui dire... elle va dire à ses salariés, ah, moi j'ai des problèmes de concurrence, le donneur d'ordre veut que ça coûte moins cher mes produits, la concurrence mondiale fait que moi je suis obligé d'être compétitif, donc faites des efforts, donc acceptez toute une série de choses qui sont des reculs par rapport à la situation actuelle. Et une partie des salariés n'auront pas le rapport de force dans l'entreprise. Parce que on leur dira, ben moi on va délocaliser, ou bien c'est pas possible, j'aurai moins de commandes. Donc on risque d'avoir des acceptations de recul par des accords d'entreprise. Et quand l'entreprise de la branche aura accepté des reculs, les autres diront, ben voyez, vos collègues, eux, ils ont accepté qu'on recule on rende plus facile les licenciements, qu'on déclenche les heures supplémentaires au bout de la Xème heure et pas tout de suite dès qu'on dépasse les 35 heures, qu'on rémunère moins les heures supplémentaires et tutti quanti. Quand ils auront accepté ça dans une entreprise, l'essentiel de la branche va être contaminé et c'est faire du dumping social dans le pays alors qu'on le subit déjà de l'étranger. Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de l'emploi en France? Chaque fois qu'on a eu plus de flexibilité, on n'a jamais gagné de part de marché à l'exportation et on n'a jamais créé des emplois. Parce que les raisons de notre fragilité économique ne sont pas là. Ce n'est pas uniquement le coût du travail, et même pas le coût du travail, qui est le problème majeur, par exemple, de l'industrie française. En réalité, par exemple, pour comparer aux Allemands, le prix du coût du travail dans l'industrie française n'est pas plus élevé qu'en Allemagne, même en mettant les cotisations sociales, etc. Simplement, comme il n'y a plus de politique industrielle depuis des lustres, puisqu'on a privatisé des entreprises au pire moment, c'est-à-dire qu'elles ont été rachetées par des fonds de pension plutôt que par des gens qui voulaient faire développer l'industrie, on s'est retrouvé avec la volonté de faire du cash à tout prix, et il n'y a pas eu d'investissement suffisant de modernisation. Je donne souvent cet exemple. La moyenne d'âge d'un robot en France est de 10 ans, il est en Allemagne de 3 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a un retard industriel et par ailleurs on n'a pas changé nos gammes de produits pour nous adapter au fait qu'il fallait monter en gamme parce qu'on savait que évidemment sur les produits les plus banals on était plus concurrencé par les pays de main-d'œuvre. Donc vous voyez que la raison n'est pas le coût du travail, n'est pas la flexibilité du travail. La preuve a été faite que ce n'est pas ça qui crée de l'emploi. Et par ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure sur d'autres stratégies pour créer de l'emploi. Je vais insister sur le fait qu'on nous donne toujours en exemple les autres pays. Alors, avant, c'est la Grande-Bretagne. Alors, ils ont voté pour le Brexit. C'était pas le paradis sur Terre, manifestement. Après ça, on vous donne l'exemple de l'Allemagne, sauf qu'on ne vous dit pas que dans ces pays, le taux de travailleurs pauvres ne cesse d'exploser. Alors, on peut prendre toujours les chiffres du chômage catégorie A, elles peuvent baisser, mais si catégorie B et C, ils augmentent, c'est-à-dire temps partiel, fragilité, CDD court, les gens ne peuvent pas vivre de leur travail, ils sont plus comptés chômeurs, mais en réalité, ils vivent mal, ils ne vivent pas dignement, et on voit s'accroître la pauvreté. Ce n'est pas notre modèle social. Et ça ne tiendra pas parce que dans tous les pays où ça s'est passé, regardez les États-Unis, ils votent Trump, ils votent populiste.
C'est pas parce qu'ils sont satisfaits de la mondialisation. Vous avez vu toutes ces photos sur les régions entières avec un appauvrissement considérable. Ils se trompent en choisissant ces thèmes-là, mais il n'en demeure pas moins que c'est révélateur d'une crise profonde. Donc ça n'est pas la voie d'avenir pour la France. Ils veulent aussi remettre en cause dans le droit du travail l'idée du référendum. Alors quand vous n'aurez, les syndicats ne sont pas d'accord pour signer un recul, parce que si les syndicats c'est une avancée, en général ils sont pour, ne veulent pas signer un recul social et qu'il n'y a pas une majorité pour accepter cela, le patron pourra prendre l'initiative d'un référendum dans l'entreprise. Jusqu'à présent, dans la loi El Khomri, c'est les syndicats peuvent demander un référendum. Là, non, c'est le patron. Alors on vous dit, ah ben c'est démocratique, c'est la vie démocratique, les salariés choisissent. Exemple de Smart, ça ne doit pas être bien loin de chez vous, Smart. C'est pas Lorraine, Smart? L'exemple de Smart, quand il y a eu le vote à Smart, une petite majorité a voté pour le plan que proposait le patronat. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ceux qui étaient percutés étaient en bas de l'échelle, d'accord? Plutôt les gens qui sont ouvriers de base. Et dans Smart, il y a beaucoup de cadres techniciens intermédiaires et de cadres qui n'étaient pas percutés par la remise en cause. Et on leur a dit, on va sauver l'emploi, on va investir sur le site. Si vous ne votez pas pour ce référendum, alors on le fera ailleurs, on ne pourra pas moderniser, on ne sera pas compétitif. Les cadres et les techniciens qui n'étaient pas concernés ont voté pour, et tous ceux qui étaient concernés ont voté massivement contre. Donc vous voyez bien que le rôle d'un syndicat, c'est justement de veiller à ce que les plus faibles ne soient pas non plus sous l'emprise de la pression de la majorité. Et si les syndicats avaient refusé de signer l'accord, c'est qu'il n'était pas équilibré, en particulier pour les plus faibles dans l'entreprise. Donc le référendum patronal décidé par le patronat, c'est d'abord un affaiblissement du fait syndical, c'est une pression supplémentaire à la baisse pour les salariés. Donc le gros de ces ordonnances sont extrêmement dangereux. Nous nous y opposerons, et sur la forme et sur le fond. Alors, il y a toujours des choses positives, simplifiées, on n'est pas fermé à toute évolution, mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Deuxièmement, il y a une attaque plus difficile à maîtriser sur la protection sociale. Il y a deux chantiers, d'ailleurs ils ont annoncé hier, M. Philippe a annoncé hier qu'il voulait ouvrir les deux chantiers. Il y en a un qui est l'apprentissage, et il y en a deux autres, c'est les retraites et l'UNEDIC, le chômage. Alors là, attention, danger. Les retraites, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout ça paraît très satisfaisant, on vous dit, écoutez, il faut que tous les régimes soient les mêmes, et on connaît ce vieux débat que la droite nous explique qu'il y aurait les nantis de la fonction publique. Quand on regarde de près, on se rend compte qu'ils cotisent plus, qu'ils ont des conditions qui, en fait, ne sont pas si inégales que cela. D'ailleurs, à ce point, soi-disant, toujours les conducteurs de cheminots, là, qui seraient les nantis de chez les nantis, que ce serait quasiment le paradis sur terre des cheminots. Ils ne trouvent personne pour être conducteur de TGV actuellement. Ils sont en train de chercher, de relancer, parce que personne, le stress, les difficultés, toute une série d'autres contraintes. Je ne dis pas qu'ils sont les plus à plaindre dans le salariat français, mais ce n'est pas non plus la description du privilège indu. Indépendamment de cela, au profit d'essayer d'unifier mieux les statuts, ce qui est très dur, en fait on bascule complètement vers ce qu'on appelle la retraite à points. C'est-à-dire, ça paraît bien, chacun aura en fonction de ce qu'il cotise. Sauf que vous ne cotisez pas forcément en fonction de ce que vous voulez. Quand vous avez une carrière, comme hélas on l'a de plus en plus quand on n'est pas dans un emploi très privilégié, c'est-à-dire des carrières en tiré. Un CDD, puis après vous ne travaillez pas, puis de nouveau un temps partiel, puis un CDD. Hélas, ce sont des carrières qui se multiplient. Et bien, au bout du compte, votre retraite, elle sera à la mesure de tout cela. Alors que notre système de solidarité globale des retraites avait mis en place un système qui garantissait quand même un certain socle de retraite meilleur pour tous les salariés, même ceux qui avaient des temps de chômage, du CDD, etc., qu'on avait essayé de mieux solidariser. On avait un système de cotisation solidaire, et là, on a un système de cotisation individuelle avec des prestations
individualisé. Vous voyez bien que c'est plus la même philosophie de société. Et à beau jour, évidemment, ceux qui sont les plus favorisés, eux, ils vont se prendre des assurances complémentaires. Et pendant ce temps-là, les autres ne pourront pas. Les inégalités vont s'accroître. Puis on a l'expérience. Il y a des pays du Nord où les inégalités sociales sont moins importantes qu'en France, au passage, qui avaient ce système de retraite par points. Et ils sont revenus à une part de leur retraite qui est comme les nôtres, solidaire par cotisation collective. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la crise financière, eh bien, leur fameux fonds de points de retraite qui étaient adossés à des systèmes financiers et pas à la solidarité intergénérationnelle, ils ont fondu comme neige au soleil. Et du coup, les Suédois, ils ont dit « Ah, mais ce système, il faut le modifier ». C'est au moment où les autres ont mis en exergue l'importance d'un système de solidarité collective contre les fonds de pension ou contre ce système de retraite à points que la France basculerait vers un système qui, partout, commence à montrer ses faiblesses, ses injustices, ses inégalités. Et pourquoi? Pas parce que le monde assurantiel ne rêve que de ça. Ne rêve que d'avoir un marché qui va s'ouvrir à lui. Et on voit comment cette pression finit par se poursuivre. Deuxièmement, toujours au motif qu'il y aurait des nantis dans le système, sauf que les nantis ne sont pas toujours ceux qu'on cible, et ceux qui sont nantis, eux, en général, leur problème, ce n'est pas la retraite par répartition, c'est plutôt la rentabilité du capital. Alors, le deuxième grand sujet, donc ça, c'est ça qu'ils veulent mettre en place. Tout ça avec un discours très unifiant. Oui, ben chaque euro cotisé donnera droit à la retraite. Oui, ben, sauf qu'il y en a qui pourront plus cotiser que d'autres et que la solidarité ne fonctionnera pas. Deuxièmement, vous avez le système de l'UNEDIC. Alors là, c'est aussi une vieille lune du patronat, car il faut bien le dire, tout ça, ça ne tombe pas du ciel, hein. Ça fait des années que Gattaz et le patronat essaient de l'obtenir, que ça fait des années que la gauche et le pays résistent, et qu'on essaie de nous le faire passer en force au dernier moment, parce que la grande majorité des Français sont contre. Alors là, il n'y a pas photo, chaque fois qu'on interroge les Français sur ces sujets précis. Alors sur l'UNEDIC, on vous explique, le paritarisme, l'accord entre les syndicats, parce qu'on est très pour le dialogue social, sauf quand ça gêne. Donc, le paritarisme, l'accord, ça bloque, c'est des lenteurs, des lourdeurs. Et là, on vous dit, c'est pas normal que les indépendants n'aient pas droit à l'indemnité chômage, ou que tous les auto-entrepreneurs, etc., qui au passage sont moins nombreux qu'on le dit, hein, parce que le nombre d'indépendants en France n'augmente pas. Ce qui augmente, c'est que simplement, ils changent. Dans le temps, vous aviez toute une série de gens qui étaient, par exemple, artisans indépendants, qui deviennent salariés de sociétés, voire la leur, pendant que d'autres qui deviennent des indépendants, genre les chauffeurs d'Uber ou les auto-entrepreneurs. Mais globalement, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas normal qu'ils ne touchent pas l'UNEDIC. Sauf que il faut faire cotiser ces gens raisonnablement pour avoir un système qui leur permette d'avoir l'UNEDIC. Alors là, on vous dit non, on va unifier tout ça, et ça va être un impôt, on va supprimer les cotisations chômage, ça va être un impôt, en l'occurrence la CSG, qui va se substituer à ces cotisations, et ces cotisations, c'est donc maintenant, tout le monde aura le même système, ce sera l'État qui gérera l'indemnisation du chômage. Et donc, tout le monde aura la même chose. Sur quels critères, sur quelle base, mystère et boule de gomme. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a d'abord l'idée, et d'ailleurs ça la Commission européenne passe son temps à nous le dire en France, que le chômage coûte trop cher. Vous savez qu'on aimerait mieux ne pas en payer. Hein, Bon, qu'est-ce que veut faire la Commission? Baisser l'indemnisation chômage. Donc on va élargir le champ et on va baisser les cotisations pour chacun. Et par ailleurs, vous transformez philosophiquement ce qu'est l'indemnisation chômage. Aujourd'hui, l'indemnisation chômage, c'est un droit qui est lié au fait que vous ayez cotisé de façon solidaire pour ce droit. Ça va devenir une aide financée par la fiscalité de tout le monde. Donc, vous voyez bien quelle pression sociale va y avoir sur les chômeurs.
On entend déjà tous les discours, tous ces faux chômeurs, tous les tricheurs, tous les feignants. Moi, je dis toujours une chose simple. Quand il n'y aura plus que les feignants au chômage, on pourra s'en occuper. C'est pas compliqué. Mais c'est pas le nombre de chômeurs d'aujourd'hui qui sait que des feignants qui sont au chômage. Alors, au lieu de se focaliser sur le petit bout des mecs qui carottent, on ferait mieux de s'occuper de régler ce problème. Qu'est-ce qui va se passer? Bercy, parce que c'est ça, quand on vous dit le chômage va être géré par l'État, l'État, ça va être Bercy, parce qu'on va dire aux députés, ah oui, mais ça coûte trop cher, on a un déficit public, il faut réduire le déficit public, et quelle bonne idée, eh bien on va réduire l'indemnisation chômage, avec ce discours moralisateur qu'on entend que si on baisse l'indemnisation chômage, les mecs vont se précipiter à prendre un boulot, alors qu'aujourd'hui, ils n'iraient pas sous prétexte qu'ils seraient les nantis de l'indemnité chômage. Il y a déjà plus de 60% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés en France. C'est une méthode qui vise à réduire l'indemnisation du chômage, qui vise à tuer un des piliers de notre protection sociale, de la cotisation solidaire gérée paritairement pour garantir les droits des salariés et qui est dans un mécanisme de fragilisation de notre système social. Voilà. C'est ça qui se prépare. Alors, comme d'habitude, ça se prépare avec un discours qui enveloppe le paquet. Tout le monde va y avoir droit, ça va être géré par l'État, donc ce sera juste. En réalité, quand vous faites les comptes, il y aura moins d'argent et il y aura plus de bénéficiaires. Et par ailleurs, la première année, ils peuvent être généreux, puis à chaque fois qu'il y aura du tour de vis budgétaire, l'indemnité chômage sera menacée. Or, l'indemnité chômage est fondamentale pour la sécurisation des parcours professionnels. Donc, de ce point de vue, c'est un grave recul qui se propose. Le troisième sujet sur lequel nous allons nous opposer, c'est la suppression des postes de fonctionnaires. Non, la France n'est pas suradministrée. Alors là aussi, on va vous seriner d'exemples. Oui, mais les dépenses publiques par rapport à ailleurs, où il y a plus de fonctionnaires par rapport à Allemagne. Ne vous laissez pas berner par ce discours. Premièrement, il y a plus de dépenses publiques parce qu'il y a des tas de dépenses qui ailleurs sont privées et qui existent quand même, mais ne sont pas comptées dans les comptes publics. Exemple, en Allemagne, les hôpitaux publics ne sont pas financés par les hôpitaux ne sont pas financés par de la dépense dite publique. Vous avez par exemple les crèches qui sont toutes privées, l'école maternelle qui n'existe pas, et en tout cas qui n'est pas financée par la dépense publique. Pour autant, il y a des gens qui payent la crèche, qui payent l'école maternelle ou qui payent la santé. Quand vous avez un système de retraite, comme je vous l'indique, de répartition entre nous, c'est considéré comme du prélèvement obligatoire, donc de la dépense publique. Quand vous avez des assurances retraite privées, c'est pas de la dépense publique. Et prenons un exemple simple, le coût de la dépense santé aux États-Unis est supérieur à la dépense santé en France avec la sécurité sociale, même par habitant, même par PIB. Sauf qu'il ne compte pas dans la dépense publique. Et c'est pas parce que c'est privé que ça coûte moins cher, c'est l'inverse. La part de PIB qu'ils dépensent est plus importante que nous le faisons. Donc, vous voyez que c'est beaucoup du calcul, c'est une question de modèle de société. Et quand on enlève toutes ces dépenses qui ne sont pas ailleurs publiques et qu'on leur revient à ce qui est à peu près partout de la dépense publique, nous sommes dans la moyenne. Et même en nombre de fonctionnaires, on est plutôt dans la moyenne basse. Et il y a un sujet où on est en dessous de la moyenne des pays développés, c'est l'éducation, en particulier après les politiques qui ont été menées par Sarkozy, Fillon et consorts. Donc on se rend compte qu'on est dans un mécanisme où on veut absolument faire passer l'idée que tout ce qui est public est négatif, coûte cher, et que tout ce qui est privé est forcément mieux, et sauf qu'il y a une grosse différence, c'est quand c'est public, égalité d'accès, chacun paye à proportion de ses facultés respectives, quand c'est privé, selon que vous serez puissant ou misérable. Voilà ce qui est en cause comme modèle social. Donc sur les fonctionnaires, nous considérons que l'hémorragie de fonctionnaires qui est prévue par Macron, certes moins importante que Fillon, mais enfin à peu près la même que Juppé, est inacceptable pour le pays. Où vont-ils les supprimer? À l'école? À l'hôpital? Dans la police? Dans la justice? Dans les contrôles de l'environnement? Dans les contrôles sanitaires? Où? C'est même l'inverse. Dans la plupart de ces endroits-là, on aurait besoin de renforcer les moyens de notre administration.
et de nos services publics. Et là, ça m'amène au dernier point qui est, on ne va pas se contenter d'être contre. On va faire des propositions positives pour de nouveaux projets, de nouvelles perspectives pour le pays et en particulier pour combattre le chômage. D'abord, la question des services publics. Et là, on tire un peu le bilan de ces 5 ans. Les inégalités territoriales sont devenues gravissimes dans notre pays parce qu'elles tuent la cohésion nationale. Oui, il y a des secteurs très performants, les centres de métropole, les start-up, tout ça, très bien, et il faut continuer à solidifier ce socle positif. Mais on ne peut pas laisser une France duale s'installer, avec d'un côté des endroits en déprime économique et sociale, et de l'autre des endroits qui vivraient tranquilles, etc. Nous avons besoin d'un maillage des services publics garantis sur tout le territoire, et pour avoir cela, nous proposons une loi avec des services publics garantis, si je puis dire, un paquet de services publics qui seront garantis sur tous les territoires, à moins de X minutes d'un hôpital, à moins de X d'accès à telle école, à moins de X distance d'une formation supérieure ou des services des impôts, mais ce n'est pas forcément les plus réclamés, sauf pour les chefs de PME qui quand même parfois ont besoin de conseils. Puis il faudra tenir compte pour cela du numérique. Faut-il encore que tout le monde ait accès au numérique? Donc la numérisation des services publics peut être une bonne chose, elle ne doit pas être la déshumanisation, mais elle doit le permettre. Je voudrais dire qu'il y a un deuxième sujet pour lequel je crois qu'on peut dire que même cette campagne nous a tous ensemble fait évoluer fortement. Moi j'ai toujours été très écolo dans l'âme, mais je crois qu'on a tous conscience de l'urgence écologique. Alors tout le monde dit l'écologie c'est bien, je dis tout le monde parce que la nomination de Nicolas Hulot a été vécue comme un signe positif pour ceux qui défendent l'écologie dans le gouvernement auprès d'Emmanuel Macron. Le seul problème, c'est qu'il y a les discours et les actes. Aujourd'hui, la transition écologique, elle a besoin de moyens financiers considérables, d'investissements d'avenir dont le rendement n'est pas forcément immédiat. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait annoncé 15 milliards d'euros sur son quinquennat. C'est des clopinettes. Si vous voulez prendre en compte, premièrement, le coût de l'isolation et de la mutation du bâti, que ce soit dans le logement social ou dans le logement, ou des bâtiments, c'est des clopinettes quand on voit les investissements qu'il faut faire en énergie renouvelable. Tu as donné des exemples très concrets, méthanisation, gaz, etc. Dans une diversification qui doit être pensée en lieu et lien avec les territoires. Donc nous avons besoin de plans d'investissement massifs pour l'évolution technologique qui va être une bonne chose. On a aussi besoin d'un plan d'investissement pour la modernisation, robotisation, numérisation, pour que notre économie soit performante et soit capable à nouveau de gagner des marchés à l'export. Si on veut cet investissement, ça veut dire qu'il faut accepter une politique de relance. Et cette politique de relance, elle doit être soutenue et par l'amélioration du pouvoir d'achat, tu en as parlé tout à l'heure, et par des investissements publics. Sauf que la politique d'austérité prolongée que nous propose Emmanuel Macron, parce qu'en fait, il est pour qu'on rentre complètement dans les clous de ce qu'on a des contraintes européennes des 3%, ne va pas permettre cette relance, ne mettra pas les moyens. Il y aura des discours, mais en fait, on se rendra compte que les choses ne bougent pas réellement sur le territoire. Et surtout, on se privera d'une relance au moment où il faut la faire. Le FMI, qui n'est pas un bouchon, explique très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'offre qui a un problème. Tout le monde cherche à être plus compétitif que l'autre, d'ailleurs baisse les salaires, etc. C'est la demande, c'est-à-dire le carnet de commandes des entreprises qui est en crise. Nous avons besoin de remplir leur carnet de commandes, pas n'importe comment, qualitativement, pour tenir un projet de société, un avenir de développement économique nouveau et de répondre aux besoins des plus démunis et de nos concitoyens. C'est cet équilibre économique-là qu'il nous faut engager. Et quand vous engagez 100 en investissement, vous avez 150 en impact économique, en produit intérieur brut,
Et comme vous avez 45% de prélèvements obligatoires en France, il vous en arrive 65 à 70 dans les caisses de l'État. Vous investissez 100, en réalité, dans cette période où tout le monde est en difficulté, vous avez un retour sur l'État. Ce n'est pas à chaque période historique que ça se passe, mais c'est possible maintenant. Donc nous préconisons des relances d'investissement et un soutien au pouvoir d'achat, et ça créera des emplois, et ça créera des emplois en France. Je veux terminer sur ce besoin de renouvellement. Donc il y a des choix de société à faire, des valeurs de gauche à poursuivre. Non, notre projet de gauche n'est pas caduc. La France a besoin de gauche. Notre République n'est pas malade abstraitement, elle est malade d'un manque d'égalité, elle est malade d'un manque de cohésion sociale, elle est malade d'un libéralisme qui a voulu détricoter son modèle historique, social et républicain. Donc nous avons besoin de gauche. Et le renouvellement, il est réel, parce que nos concitoyens ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés, de ne pas être compris, de pas toujours, parfois on leur donne plus de leçons qu'on écoute leurs difficultés. Comment t'as pas compris que ton entreprise devait évoluer, etc. Il y a une espèce de moralisme ambiant qui s'est engagé et on voit bien que le peuple français a l'impression qu'il n'est pas entendu. L'exemple européen est souvent donné, mais il y a un décalage considérable qui s'est engagé entre les partis politiques que nous représentons, par exemple le Parti socialiste, les élus parfois, et toute une partie de la population, en particulier le monde du travail, les salariés modestes, les employés, ce qu'on appelle le peuple de gauche. Et il est vrai que nous ne pouvons pas avoir une démocratie qui continue comme cela. Nos systèmes institutionnels poussent à ce décalage, mais notre parti avait pris des décisions. Non-cumul des mandats, nous l'avons voté. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens en marche, là, youpi, on est pour la modernisation et le non-cumul, ils faisaient des pétitions au Sénat pour imposer qu'on revienne sur la loi non-cumul. Hein, mon camarade Gérard Collomb et quelques autres, je les ai dans le collimateur depuis un moment. Quand moi je leur disais, les amis, le non-cumul des mandats est dans le temps et dans l'espace, ça me paraît quand même le b.a.-ba d'une démocratie vivante. Bon. On a donc toute une série de choses qui ont été faites. Le rajeunissement, la parité, c'est plutôt au sein de notre parti qu'on a porté ce mouvement. Elle est un peu théorique parce que c'est pas toujours au poste élu et de responsabilité, mais on peut pas, il faut progresser. Le PS l'a fait, comme d'ailleurs nos amis communistes ou les écologistes. La question du rajeunissement, c'est une question qu'on s'est posée. Et d'ailleurs, le non-cumul le permettait aussi. Or, nous avons, et vous avez vu pendant la campagne de Benoît Hamon, il n'est pas vrai que le Parti socialiste a coupé ses ailes avec la jeunesse. Il y a toute une partie de la jeunesse, et dans les cadres politiques de notre parti, il y a des jeunes. Pas assez, pas suffisamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui. Il va falloir sans doute revoir de fond en comble le fonctionnement de nos partis. Mais je vois se profiler une vieille tendance, alors là, vieille comme le monde. Chaque fois qu'il y a une crise économique et sociale, et qu'il y a donc une crise politique, on vous explique que s'il y a une crise, c'est que les partis politiques sont dépassés, que le Parlement ne sert à rien, et qu'il faut se tourner vers l'homme providentiel, lui et le peuple. Et ce mouvement, il a lieu pas simplement avec Emmanuel Macron, hein, parce que quand même, moi, je veux bien qu'on m'explique que la nouvelle démocratie, c'est d'avoir, comme dans une entreprise, des experts de sélection qui prennent les CV et disent « toi, t'es recruté pour être mis à tel endroit hein. ». Si c'est ça le renouveau politique, personnellement, j'ai des grands doutes. Je préfère encore la bonne vieille démocratie qui fait que les sections sur un territoire désignent leurs candidats. Vous voyez, c'est peut-être archaïque, mais c'est quand même une bonne vieille forme de démocratie. Et deuxièmement, ce recours à l'homme providentiel, il a lieu aussi parfois même à gauche, au motif qu'il y aurait le peuple et les élites, comme si ça n'existait plus les corps intermédiaires. Rappelez-vous Sarkozy,
il ne voulait plus les syndicats, et alors on vous explique, non, lui dit que dans le patronat, c'est pas très bien, il vaut mieux que ce soit les technos de Bercy qui gèrent. Après, on vous explique les collectivités locales, ouais, c'est que leur schmerle, il faut quand même qu'on ne leur donne pas tous les moyens, pas trop de décentralisation, et on va couper les vivres, on va leur supprimer la liberté avec la TH de réellement choisir l'impôt pour pouvoir mieux corseter les moyens qu'on leur accorde, parce qu'évidemment, comme l'élu est près du terrain, il est plus tendance à être dépensier pour répondre aux besoins des gens. Pouf, on corsette les corps intermédiaires, collectivités locales. Puis, on va corseter le Parlement. C'est trop long, c'est trop long. Moi, j'ai vu des ordonnances, elles sont passées 3 fois, tellement elles avaient été mal faites par l'exécutif. C'est pas le passage au Parlement qui était long, c'est que la loi était mal foutue au début, et que quand une loi est mal foutue au démarrage, le Parlement, pour la remettre à peu près en ordre de fonctionnement, met beaucoup de temps. Donc tout ça, ça procède d'une réponse politique vieille comme le monde, essayer d'affaiblir les corps intermédiaires, croire qu'on va faire la modernisation du pays en force, par le haut, par la technocratie, avec une assemblée béné-oui-oui, de godillots, qui ne pourra dire mais, pour une raison simple, c'est qu'elle procède du choix du chef. Ça commence parfois bien, ça finit toujours mal. Parce que dans cette logique-là, c'est l'idée démocratique, l'idée de l'arbitrage, l'idée de la recherche en commun de l'intérêt général qui finit par être mise en cause. On a d'un côté l'aspiration de chaque individu à ses propres désirs, et de l'autre, le chef qui arbitre au nom de la nation. Alors, on n'en est pas tout à fait là, mais voyez que de glissement en glissement, ce risque existe. Et si on veut le conjurer, il faut une assemblée à l'image de ce pays, il faut une gauche qui soit capable d'assumer son identité, ses valeurs en force, et sur votre territoire, dans un territoire difficile, où il y a eu beaucoup de problèmes sociaux qui se sont accumulés, et pourtant tant de potentialités qui ne sont pas valorisées, vous avez besoin d'hommes et de femmes, en l'occurrence une femme, bien ancrée sur votre territoire, portant ses valeurs, qui ne se laissera pas guider par la voix du chef, mais par ses convictions et par vos interventions, votre participation, votre mobilisation. Alors, dimanche, et avant dimanche, à les convaincre autour de vous, il faut venir voter. Notre premier ennemi, c'est l'abstention, et voter pour la candidate de gauche, une gauche à la fois de gouvernement et de transformation sociale, une gauche socialiste et qui veut rassembler largement. Vous voterez Martine François.